Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 15e étape de la Vuelta 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Top, flop, comme d'habitude, les différents classements en fin de vidéo, le résumé de la journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok, bon, en ce moment c'est calme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et rajouter la petite cloche. Ça permet également de me soutenir parce que plus vous cliquez rapidement sur les miniatures, sur les notifications, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Je salue également les nouveaux abonnés sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette 15e étape qui était animée avec le Cuito Negro, qui était une montée extrêmement difficile, des passages à 24%, voire plus, parce que c'était vraiment extrême à certains endroits, et notamment les 3 derniers kilomètres qui étaient très compliqués. Et puis il y avait d'autres difficultés qui étaient au programme de cette étape. Donc voilà, il y avait une journée intense au programme. On commence avec un seul DNS, je crois, ce matin. J'ai oublié de revérifier. Un seul did not start, vous savez, c'était Jan Uijtdebroek, voilà. Malade Covid. Alors lui, il a chopé la Covid à la fois sur le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. Pas de chance du côté de Jan Uijtdebroek, mais qui était pas en forme sur cette Vuelta, on l'avait dit à plusieurs reprises. Bon, à 142 km de l'arrivée, attaque de Casper Asgreen avec Roi Resti. Beaucoup d'attaques sur ce début de journée, avec un peloton qui est même parfois coupé en plusieurs morceaux. À 129 km de l'arrivée, nous avons un premier groupe qui s'en va avec Jevan, Casper Asgreen, Frigo, Sheehan. Nous avons également Jonas Gregard, champion, également Castrillo et Soto. À ce moment-là, la DSM roule parce qu'il n'y a pas Max Poole qui va attaquer à 125 km de l'arrivée et qui rejoindra ce groupe de tête à 123 km de l'arrivée. À 120 km de l'arrivée, encore beaucoup d'attaques, ce qui fait que le peloton est coupé en deux. Et notamment O'Connor qui se retrouve du côté de la mauvaise partie du peloton, ce qui n'est pas vraiment rassurant sur sa condition physique avant une étape peut-être très importante pour son maillot rouge. Du côté de 113 km de l'arrivée, nous avons des contres avec Mentis, avec Lebert, Solé et Wood également qui comptent, Rafferty. Mais tout cela n'ira pas bien loin. À 108 km de l'arrivée, un nouveau contre avec Adam Yates, Daniel Felipe Martinez Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre, pardon, et Cataneo. Et le peloton va reprendre des contres à 107 km de l'arrivée. On va se retrouver à avoir une attaque de Sivakov. À ce moment-là, il n'y a que 30 coureurs dans le peloton. Et nous avons Félix Gall qui est lâché Lipovitz à 93 km de l'arrivée à l'alto de la Coladiela. Vine est premier, Frigo deuxième, Max Poole troisième. Je vais vérifier si c'était bien l'alcool de la Coladiela. Voilà, Coladiela. Et donc Vine premier, Frigo deuxième, Poole troisième. Et comme Van Aert n'est pas dans l'échappée, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Jevan reprend des points du côté du classement de la montagne. À 92 km de l'arrivée, l'échappée est reprise, mais quasiment juste après, nous avons des nouvelles attaques avec notamment Mentis, Armirail et Gregard, rejoint juste après par Solé, Paché, Castrillo, Izaguirre et Sheehan. Et à 81 km de l'arrivée, nous avons le groupe numéro 2 qui rejoint le groupe numéro 1. Dans ce groupe numéro 2, nous avions Sivakov, Vine, Paré-Peintre, Kung, Vlasov, Martinez, Kruijswijk, Lascano, Jack Haig. Et puis de nouvelles attaques avec Oscar Rodriguez, Bennett, Frigo, Fortunato dans un deuxième groupe. Derrière, c'est la Soudal Quickstep qui roule. À l'alto de Santa Emiliano, c'est Vine qui est premier devant Soler et Martinez. Et à 70 km de l'arrivée, le peloton continue de casser en plein de petits groupes. À ce moment-là, l'échappée n'a pas beaucoup d'avance. On est en dessous des 2 minutes. À 66 km de l'arrivée, le groupe Oscar Rodriguez et surtout Bennett rejoint le groupe numéro 1.
Mais on arrive déjà dans le deuxième passage de l'Alto de la Coladiella. Et à ce moment-là, Sheehan va être lâché et Marc Soler accélère. Il va être ensuite lâché. Paris Peintre également lâche prise et Devine roule à l'avant de la course. Vous avez ensuite Daniel Felipe Martinez qui sera repris par le peloton. C'est un petit peu surprenant de ne pas l'avoir vu sur l'attaque, mais peut-être qu'on avait besoin de lui à l'arrière, vu que Lipovic avait eu du mal en début de journée. Kung est également lâché. À 55 km de l'arrivée, je vous affiche la situation à l'écran. Nous avons Pavel Sivakov, Jevan, Oscar Rodriguez, Bruno Armira et Alexandre Vlasov, Paché, Izaguirre et Castrillo en tête. Un deuxième groupe avec Kruijswijk, Martinez et Kung. Et nous avons ensuite un troisième groupe avec Valentin Paré-Peintre, Bennett, Frigo, Gregard, Lascano, Jack Egg, Louis Mentis, Fortunato, Sheehan est lâché, bientôt repris par le peloton. Et vous voyez qu'à 55 km d'arrivée, l'écart n'est que de 2 minutes 24. Au deuxième passage de l'Alto de la Coladiella, Vine repasse en tête devant Sivakov et Vlasov, ce qui fait qu'à ce moment-là, Vine est à égalité avec Van Aert, mais il passe en tête au niveau du classement général. Et oui, parce que quand vous avez deux coureurs à égalité dans le classement de la montagne, eh bien, c'est le classement général qui fait foi. Donc, ça permet à Vine de passer devant Van Aert. À 35 km de l'arrivée, l'écart réaugmente sur une portion de plat avant le Cuito Negru. L'écart est de 2 minutes 50. Ça peut difficilement quand même permettre à une échappée d'aller au bout, il me semble, à ce moment-là. Surtout que dans l'échappée, nous avons perdu Izaguirre, et même si nous avons récupéré Stephen Kung, ça roule, mais pas non plus à un rythme exceptionnel. Dans le groupe numéro 1, donc nous avons Devine, Sivakov, Armira, Vlasov, Kung, Paché, Castrillo. Et Gall, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, Félix Gall n'est pas dans le peloton. Félix Gall a été distancé, il est déjà à plus d'une minute de peloton. Ça ne va pas s'arranger pour la suite. Donc, ce qui fait que Ben O'Connor se retrouvera bien seul pour la fin de cette étape. Roglic subit une crevaison à 22 km de l'arrivée, 22-23 km de l'arrivée. Enfin, on pense qu'il subit une crevaison, il change de vélo, mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas une crevaison, c'est un changement de vélo qui était prévu. Il passe avec un vélo, avec un simple plateau, un tout petit plateau. Le problème, c'est qu'il va faire du derrière voiture. Et si Roglic n'a pas de pénalité, il me semble qu'il y aura un problème au niveau du règlement, parce que normalement, Roglic doit se prendre une pénalité. Pour moi, c'est au moins 20 secondes et un carton jaune, parce que normalement, ça fait partie des règles qui sont concernées également par le carton jaune, même si on n'en voit quand même pas tant que ça des cartons jaunes depuis le début de la course. Et j'espère que l'UCI ne fera pas comme d'habitude, fort avec les faibles et faible avec les forts. À 18 km de l'arrivée, Armirail est lâché. Nous sommes dans la montée finale, déjà de ce Cuito Negru. Kung est ensuite lâché à ce moment-là. Le groupe de tête à 3 minutes 05 sur le peloton qui n'arrive pas à revenir. Et c'est vrai que la Soudal Quick-Step roule depuis de nombreux kilomètres. Il va falloir l'aider si on veut remporter cette étape, ce que ne fait pas véritablement la Borans-Grohe. Pourquoi ? Eh bien, on a Vlasov devant. Paché est lâché. Et puis à 6 km 500, l'écart est de 2 minutes 10. Ça diminue. Il y a quelques équipes qui commencent à rouler. Sauf qu'on ne va pas se regarder dans l'échappée. C'est Castrillo qui va décider d'attaquer alors qu'il n'y a plus que Sivakov et que Vlasov, en sachant que c'est Sivakov qui fait le tempo pour tenter de reprendre du temps au général. Et donc attaque de Castrillo qui ne sera jamais repris. Derrière, Lipovic accélère dans le peloton, il emmène Roglic, qui fait qu'à 2 km du sommet, Roglic est seul. Il a 1,41 de retard sur Castrillo. Et pourtant, il n'arrivera jamais à revenir sur Castrillo, ce qui permet même à 1 km 400 de l'arrivée, Vlasov d'attaquer. Mais lui aussi n'arrivera pas à revenir sur le coureur espagnol de la Cairn Pharma, qui remporte donc sa deuxième étape sur la Vuelta. Et même, Roglic est distancé par Enric Mas. Il arrivera à reprendre sa roue sur la fin, mais au final, Roglic a fait beaucoup d'efforts pour peu d'écart sur cette étape. Et oui, il n'arrive pas à reprendre tant de temps que ça, et surtout, Ben O'Connor, qui pourtant a été distancé assez loin de l'arrivée, garde son maillot rouge de leader pour la 3e semaine. Mais on sait très bien que ça sera quand même maintenant très compliqué pour le coureur australien de rester même sur le podium,
car les écarts sont minimes, hein, à peu près 2 minutes 20, 2 minutes 40 d'avance seulement sur le podium. Et il reste encore du très très lourd dans cette 3e semaine de compétition. On regarde tout de suite la note de l'étape. Note de l'étape, j'ai décidé de mettre un 18 sur 20, 19 même sur 20. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais parti sur un 18 et je me suis dit, oh non, ça mérite un 19, la victoire de Castrillo, là, il y a des choses qui méritent un 19. Déjà, oui, la victoire de Castrillo, le coup de force et de génie de Castrillo de partir à 3 km de l'arrivée, parce que même dans l'échappée de 3, je me dis déjà que l'échappée de 3 à 40 bornes de l'arrivée, elle a peu de chance d'aller au bout, mais même dans l'échappée de 3, je me dis pas Castrillo c'est le plus fort. Je me dis Sivakov, je me dis Yavlazov, ces deux-là risquent de faire extrêmement mal à Castrillo. Moi je le voyais plutôt 3e au niveau d'un Quentin Paché, un peu mieux qu'un Quentin Paché, mais je le voyais plutôt 3e. Et quand je vois le rythme qu'il arrive à faire dans cette dernière montée, c'est vraiment exceptionnel. Et puis 19 sur 20 parce que le début de journée est assez dingue avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'échappées qui sont reprises, où ça ressort. Enfin, il y a vraiment un énorme tempo dans cette journée. Et puis aussi parce qu'on a quand même des surprises, parce que Roglic qui me paraissait extrêmement fort, au final n'est pas si fort que ça, parce que Enric Mas arrive toujours à suivre la cadence, et puis que du côté de Skelmose, eh bien on est pas mal aussi du côté du coureur danois. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, eh bien on commence avec le nouveau Thomas Voeckler, le Thomas Voeckler espagnol, et même Thomas Voeckler, le Christophe Riblon espagnol, c'est peut-être plus Christophe Riblon, Pablo Castrillo, que Thomas Voeckler. Incroyable Pablo Castrillo, déjà vainqueur, c'était jeudi, où il avait rendu hommage au manager, enfin au directeur de son équipe, de la formation Lizerte, qui était mort d'un cancer. Et bien, bis repetita, dimanche, 2e victoire, du côté d'Iquitu Negru. Alors en 2012, c'était déjà un coureur échappé qui s'était imposé, c'était déjà Cataldo qui s'était imposé, ce qui n'était pas forcément le plus gros palmarès de l'histoire du cyclisme. Là, Pablo Castrillo, lui, il va aller en World Tour, c'est sûr. Alors, on indique des grosses formations World Tour. Moi, je préférerais peut-être une équipe comme EF, une équipe comme DSM, par exemple, qui pourrait être intéressée, parce que c'est vrai que DSM va perdre Romain Bardet. Je préférais des équipes comme ça, parce que je trouve qu'il a un vrai profil baroudeur, Pablo Castrillo, et ça m'attristerait de le voir aller chez UAE, de le voir aller dans ce type de formation-là. Pour moi, il n'a pas forcément le profil du mec qui va aller gagner un grand tour. Il a peut-être le profil d'un mec qui peut gagner des courses d'une semaine. Pour moi, il a un vrai profil baroudeur, Castrillo. Il a une science en plus de la course. Il a une science pour attaquer au bon moment, parce que là, il attaque encore au bon moment aujourd'hui. Et puis, quelle performance quand même de cette formation espagnole de l'Equipo Kern Pharma. Alors certains feront encore le jeu de mots, et oui, c'est une entreprise pharmaceutique. Mais oui, quelle performance de Pablo Castrillo. Incroyable. 21 ans le gamin, 21 ans. Il est en plus pas face à du petit mec là, hein, face à lui. Sivakov, il est face également à Vlasov. Il était déjà face à des gros bonnets jeudi aussi, hein, parce qu'il y avait Marc Solé notamment, il y avait Max Poul aussi. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Sur une étape qui s'est courue sur un sacré gros tempo quand même, parce qu'on était au niveau on était je crois vers 17h25 l'arrivée, quelque chose comme ça. Donc ce qui était au niveau de l'horaire le plus rapide, hein, l'horaire le plus rapide je crois que c'était 17h21, 17h22, donc ça a roulé vite, surtout dans les premières heures de course. Et lui il fait partie des premiers attaquants de la journée. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire il a laissé passer l'orage pendant la première heure de course. Non, il est dans la fameuse échappée, la première grosse échappée de la journée qui est reprise à 92 km de l'arrivée. À ce moment-là, on aurait pu se dire bon bah c'est mort, moi j'arrête, les mecs veulent pas nous laisser partir. Non, il repart. Et puis il faut être fort mentalement. Il a jamais eu plus de 2 minutes 30 d'avance, 3 minutes quand même aujourd'hui, Pablo Castrillo, à part dans le final. Et puis après, faut sentir le coup d'attaquer à 3 bornes de l'arrivée. Il attaque à 3 bornes de l'arrivée, il y avait encore un quart d'heure d'effort à faire. À ce moment-là, Pablo Castrillo, exceptionnel. Forcément, il a été porté par le public. Hein. C'est vrai que le public espagnol a été fervent, il l'a poussé et l'a poussé dans son dos. L'a poussé au niveau des fesses peut-être, Pablo Castrillo, mais quelle performance du coureur espagnol et quelle Vuelta de la Kern Pharma. On parlait hier
de Pau Mikel également, qui a fait 3 top 5, Castrillo qui fait 2 victoires, Para qui est dans le top 20, on en parle peu de ce coureur Para qui est dans le top 20 pour le moment de cette Vuelta, qui a gagné 2 positions aujourd'hui, les 19e. Au général, José Félix Para, qui a 27 ans, hein, qui est aussi un pur produit de Lizarte et de Kern Pharma, mais quelle équipe en ce moment! En plus, c'est presque contre nature par rapport à ce qu'on voit dans le cyclisme actuellement. C'est-à-dire que c'est une formation qui mise sur les jeunes coureurs. Hein. Kern Pharma, je crois que le plus vieux, il y a une époque, il avait même pas 30 ans, le plus vieux coureur. Là, c'est peut-être Para, le plus âgé. Qui est le plus âgé de l'équipe? C'est Soto, Antonio Jesus Soto. Ensuite, il y en a un qui a 28, mais le plus vieux, il n'a même pas 30 ans, il a 29 ans et 2 ans 52 jours. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui a quand même quasiment la moitié de son effectif qui a moins de 25 ans. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et souvent, des coureurs qui ont été formés par la Lizarte, donc le club amateur, et qui montent dans l'équipe 1. Ça me fait souvent penser à l'équipe Total Energy. Hein. Vous avez le Vendée U et puis l'équipe numéro 2. Mais aujourd'hui, quand tu vois le budget de la Kern Pharma, tu te dis putain, Total Energy, pourquoi ils en branlent pas une, quoi? C'est ça qui est terrible, parce que en termes de résultats, c'est exceptionnel. 2 victoires sur la Vuelta. Je rappelle que depuis le début de saison, ils n'avaient qu'une seule victoire, c'était sur l'Alpe Isère Tour. Mais ils font un super été. Tour du Heman, Tour de Burgos, Tour de Slovénie, également avec Pablo Castrillo, le circuit franco-belge. Voilà, ils enchaînent la Prueba Villafranca également avec Pau Mikel. Ils enchaînent depuis le début de l'été. Bon, là, ils vont gagner des points UCI, ils vont gagner des places au classement UCI, hein. Ça c'est clair et net. Mais quel résultat de cette formation! Car Pharma, encore une fois, ça fait pas partie des plus gros budgets de deuxième division, hein. On n'est pas sur le budget de la Tudor. On est sur un budget qui doit être allé 8 millions peut-être d'euros, franchement, du côté de la Kern Pharma. Et les résultats qu'ils arrivent à faire sur cette Vuelta, c'est exceptionnel en ce moment. Peut-être un coureur dans le top 20, peut-être également un Castrillo, un Pau Mikel également, parce qu'il y aura encore des étapes qui peuvent convenir à Pau Mikel. Et puis oui, ce Pablo Castrillo, on va le revoir dans des équipes World Tour, ça c'est clair et net. Quelle équipe World Tour? C'est vrai que la Movistar, s'il rate Pablo Castrillo, la Movistar, c'est qu'il joue mal le coup aussi. Mais vous avez la Movistar. Moi, je préférerais qu'il soit dans une équipe, pas dans les 4-5 plus grosses équipes de World Tour. Je préférerais qu'il soit dans des équipes un petit peu plus petites. Voilà, j'aimerais le voir encore à l'attaque, Pablo Castrillo, sur des grandes courses. Et je me dis également que c'est un coureur sur un Tour de Lombardie, sur une Classica San Sebastian, ça doit être pas mal, hein, quand même, au niveau de son... il avait fait 17ème cette année de la Classica San Sebastian, mais je me dis un petit Tour de Lombardie, ça peut être un coureur intéressant. Sur des Strade Bianche, s'il roule bien sur la terre, oui, il avait fait 13ème de la Classica Rennes, ça peut être un coureur intéressant pour des courses de ce profil-là, et ça va faire monter sa cote auprès des autres formations. On poursuit avec un autre coureur aujourd'hui qui a très bien performé, Skiel Moseux. C'est vrai que j'en avais pas parlé ces derniers jours. Vous savez, hein, je peux pas mettre tout le monde top flop. J'essaye de prendre 4, au maximum 5 coureurs vraiment. Mais j'essaye de pas prendre 10 coureurs en top et 10 coureurs en flop, parce que là ça n'aurait, je trouve, plus d'intérêt. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de sélection à partir de ce moment-là. Skiel Moseux, il y a d'autres coureurs qui lui sont passés devant sur les derniers jours. Mais là, très très belle étape. Moi, j'avais un peu peur en plus ce matin. Je l'avais dit dans les commentaires de la vidéo de présentation. J'avais dit, j'ai peur que la montée finale, ça soit trop long pour lui. J'avais peur en fait de me dire avec Skiel Moseux que son problème, c'est peut-être la longueur des montées. Qu'il est peut-être pas performant sur les montées qui sont longues. Qu'il a peut-être du mal dans cet exercice-là, qu'il est meilleur dans les montées entre 7 et 10 km, et qu'au-delà de 11-12 km de montée, il a un petit peu du mal. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, il est juste derrière Primož Roglič, hein, il prend seulement 5 secondes de retard par rapport à Primož Roglič. Il peut même avoir des regrets, Skiel Moseux, c'est son début de Vuelta, hein, qui était vraiment pas bon à Matthias Skiel Moseux, mais je me dis jusqu'à quel point il a tellement tout misé, parce que désormais il est 9ème, hein, Skiel Moseux, hein, il est 9ème à 4,51, il peut encore remonter dans le classement, surtout que dans le Pays Basque, lui, ça va bien lui convenir. Mais je me suis même dit, là, à l'arrivée de cette étape,
est-ce qu'il n'a pas suffisamment couru avant sa Vuelta? Est-ce que ça n'a pas été ça le problème? Parce que c'est vrai que là, il a que 46 jours de course dans l'EHPAD, donc avant la Vuelta, parce que ça fait déjà la 15e étape, c'est-à-dire qu'il était à une trentaine de jours de course. Je pense qu'il n'a pas suffisamment couru avant la Vuelta, et c'est ce qui fait que il se retrouve à avoir eu du mal sur les premières étapes, parce que là il est vraiment très bien sur cette deuxième semaine. Il a commencé du côté de Cazorla, 14e à Grenade, 11e sur la Manzaneda, 19e au Puerto de Ancares, 6e aujourd'hui, et un début de course où il avait fait seulement 13e par exemple du contre-la-montre, alors que c'est un exercice qu'il affectionne plutôt, le contre-la-montre Skelmose. Donc ce qui montre, je pense, il n'a pas assez couru. Voilà, je dis toujours, il faut quand même un minimum de jours de course avant un grand tour. Alors c'est vrai qu'on a tendance à réduire ce nombre de jours de course, mais il y a des coureurs qui ont besoin de courir. Je pense Thibaut Pinot était l'exemple, mais un Cadel Evans également avait besoin d'avoir un minimum de jours de course avant d'être performant. Eh bien c'est peut-être le problème de Skelmose, il a peut-être aussi ce souci-là. C'est un coureur, encore une fois, il a 23 ans, Skelmose, c'est un coureur qui est encore jeune, donc il est encore en phase d'apprentissage. Et bien là, peut-être qu'après cette Vuelta, il débriefera avec la Lidl Trek et se dira « j'ai pas assez couru cette année, si on veut me faire aller sur le Giro, si on veut me faire aller sur le Tour de France ou encore une fois la Vuelta, il faudra modifier le programme, avoir peut-être une course en juillet, c'est peut-être ça qui lui a manqué, parce qu'il a eu que les Jeux Olympiques au final en juillet, il aurait peut-être fallu une course par étape en juillet, le Sibiu Cycling Tour, le Tour de Wallonie, voilà une épreuve de ce type-là, peut-être que ça aurait été plus facile, parce que là j'ai eu vraiment cette impression-là du côté de Skelmose, pas assez de jours de course, et c'est pour ça qu'il va finir très fort. Je pense que Skelmose, c'est vraiment le coureur qu'il va falloir suivre dans le top 10, parce qu'il va remonter dans le classement, ça c'est sûr, parce que voilà, le nombre de jours de course n'était pas suffisant, je pense que pour le coureur danois, mais pour moi qui ne savais pas trop en début de grand tour, je vous avais dit, ça confirme que c'est pas un coureur qui est bon sur 3 semaines, il est en train de me contredire, et j'aime bien quand on me contredit quand même, quand les coureurs me contredisent. Et Skelmose, vous savez que c'est un coureur que j'apprécie, bon, comme d'autres, j'aime bien ce profil-là de coureur un peu passe-partout, qui ont plein de qualités. Je pense à Pablo Castrillo, je pense même Van Aert, c'est un coureur que j'apprécie, Van Aert aussi, mais Alessandro Covi, bon, même s'il a complètement disparu des radars, je trouve que Skelmose, voilà, c'est un coureur qui est très intéressant aussi dans ce registre-là. On poursuit avec un autre coureur top, Mas. Deux choses pour Henrik Mas. Satisfait, il suit Roglic aujourd'hui, il arrive même à lâcher Roglic. Donc ça pour moi c'est une satisfaction, ça montre qu'il est en forme, Henrik Mas. Et on a la confirmation, il est en forme. Donc ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'il va falloir compter sur lui sur la 3e semaine. Malgré tout, il y a un contrepartie, il va falloir attaquer à un moment, Henrik. C'est un coureur qui est extrêmement frileux. Il fait partie de cette génération, Lenny Martinez, Kelderman, toute cette flopée de coureurs qui n'osent pas attaquer. C'est quand même terrible. Il a des jambes de feu sur cette Vuelta, et surtout Roglic est pas impérial. On pensait qu'il avait, c'est un jour ça va pas Roglic, sur cette Vuelta en ce moment, parce qu'à chaque fois on croit qu'il a vraiment tapé du poing sur la table, et puis pouf, le lendemain ou le surlendemain, il a un peu plus de mal. Il a du mal à enchaîner les performances de haute volée, Primoz Roglic, depuis ce début de Vuelta. Autant me dire que il faut en profiter, il faut attaquer du côté de Primoz Roglic, du côté d'Henrik Mas. Il faut tenter des choses, il faut attaquer les autres, parce que sinon t'as encore du retard. Encore une fois, tu as du retard. Pour le moment, il a une 40 à peu près sur Primoz Roglic, et j'ai quand même une impression bizarre même du côté d'Henrik Mas, parce que il arrive à lâcher Roglic, et puis Roglic lui recolle derrière, et j'ai pas eu le sentiment à l'arrivée qu'il était si épuisé que ça. Alors est-ce qu'il en garde sous la semelle pour la 3e semaine, et qu'il se dit c'est vraiment là où je vais faire mon attaque et que je vais péter la gueule de tout le monde, et c'est là où je vais reprendre la tête du général, ou est-ce que je l'ai trouvé presque nonchalant sur son passage de ligne. Là, il voit revenir Roglic, je me dis, allez, il y a Roglic qui revient, il va remettre un coup d'accélérateur, et pas du tout, j'ai l'impression qu'il regarde Roglic derrière, il dit, il est là, ce Roglic, c'est pas grave, il n'y a que Roglic derrière. J'ai eu cette impression-là qui m'a un petit peu énervé, pour tout vous dire. Alors je le mets top,
parce que les jambes sont bonnes, ça c'est clair et net. Enric Mas a des très bonnes jambes, mais par contre, à un moment, il va falloir véritablement attaquer. Hein, parce que si tu te contentes de la deuxième place, tu as déjà fait deuxième, Coco, hein, de la Vuelta. Tu as déjà fait deuxième. Donc là, à un moment, quand tu as déjà fait deuxième, il faut viser la victoire. C'est ce qui m'a énervé avec Vingegaard. J'ai dit, Vingegaard, bon, une deuxième place sur son palmarès, c'est pas ça qu'on va retenir. On va retenir les victoires de Tour de France. Donc, faut tout donner pour aller chercher la victoire. Bah là, c'est pareil pour Enric Mas. Il y a un moment, faut tout donner. Parce que deuxième, tu as déjà fait. Alors, si tu as envie d'être le poulie d'or de la Vuelta, c'est ton droit, mais je trouve que c'est un petit manque d'ambition. Là, c'est peut-être l'année où jamais tu as des jambes de feu. Faut y aller à un moment. Faut attaquer, mon coco. Faut faire la différence. Faut pas attendre le dernier jour. Parce que je rappelle qu'il y a 1,40 de retard, mais qu'il faut aussi signaler qu'il y a un contre-la-montre de 30 km. Et qu'à ce type de contre-la-montre, Mas, il perdra encore 2 minutes sur Roglic. Donc c'est-à-dire que techniquement, il n'a pas 1,40 de retard, il a quasiment 3,40. 3,40, peut-être 4 minutes de retard. Donc il va falloir vraiment se bouger les miches du côté d'Enric Mas s'il veut aller chercher la victoire sur cette Vuelta 2024. J'espère que c'est son objectif. Son objectif, c'est pas que la deuxième place. Et puis je termine avec un dernier coureur top aujourd'hui, c'est Gaudu. Encore une belle journée pour David Gaudu. Il gagne 2 positions au général. Hein. Il passe devant Carlos Rodriguez pour une petite seconde. Donc ça, c'est vraiment un très très bon résultat pour le coureur français. Top 10 aujourd'hui. Voilà, encore une belle étape. Il finit à 10 secondes de Landa. Il finit donc à une vingtaine de secondes de Roglic. Aujourd'hui, c'est encore du très bon David Gaudu qui sait enchaîner les grands tours. C'est vrai que l'année où il fait 8e de la Vuelta, il avait fait le Tour de France avant. Donc c'est un coureur qui arrive à enchaîner plutôt les courses. C'est plutôt une qualité, parce que souvent je parle des défauts de David Gaudu, mais encore une fois, je vous le disais, il est plutôt avenant en interview. C'est quand même plutôt un signe que les jambes sont bonnes normalement du côté de David Gaudu. Et puis là, il enchaîne. Il a à 70 jours de course pour le moment. Donc je dirais que normalement c'est à partir de 75 où ça commence à tabasser sévère. Donc mais je suis pas hyper inquiet avec Gaudu parce que c'est un mec qui a déjà fait beaucoup de jours de course, parce que même l'année dernière il était déjà à 57 alors que sa saison se termine tôt, 56 en 2022 alors que sa saison se termine tôt, 67 année 2021, 53 année Covid, ce qui était quand même pas évident, et en 2019 il avait fait 67, donc c'est déjà un coureur qui a déjà fait beaucoup de jours de course dans sa carrière, 70 en 2018. Donc voilà, c'est un coureur qui a déjà fait ça dans sa carrière, de courir énormément. Bon, là, ça sera un petit peu plus, je pense, de toute manière. Il arrêtera sa saison après la Vuelta. Je serais surpris qu'il continue parce que on est à la 15e étape, donc il en reste encore 6. Donc ça fera 76. Je rappelle que normalement, le maximum autorisé, c'est 85 en World Tour, enfin du côté de l'UCI. Donc ça laisse plus que 9 jours. Si en plus on l'invite sur les championnats du monde, ça fait une journée en moins. Donc je pense que la saison se terminera pas très loin après la Vuelta. Je suis pas sûr qu'on le voit énormément ensuite. Je suis pas sûr qu'on le voit forcément sur le Tour de Lombardie, surtout qu'il y a Madouas par exemple qui est en forme aussi. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on décidera du côté de la Groupama, mais voilà, je pense qu'il sera bien. Il sera bien fatigué après cette Vuelta, mais pour le moment il tient bien la cadence. Donc content. Voilà, je voulais signaler la belle perf de Gaudu, parce que je ne l'avais pas fait il y a 2 jours, donc là aussi un peu comme Scalmoseux. Encore une belle journée, encore un top 10, ça fait des points UCI pour son équipe, donc ça c'est pas mal aussi. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Petit changement par rapport à ce que je viens de dire, il n'y a plus qu'1 minute 20 entre Enric Mas et Roglic, car Roglic a bien pris une pénalité de 20 secondes. Ça vient de tomber au moment où j'enregistre cette vidéo, il est quasiment 19h. Ce qui est totalement justifié, c'est presque même faible. Encore une fois, est-ce qu'il y aura des cartons jaunes? Ça, j'ai pas l'information, mais il y a au moins 20 secondes de pénalité. Mais pour moi, normalement, ces fameuses règles qui rentrent dans le cadre des cartons jaunes. Parce que là, 20 secondes, c'était presque faible. Parce que pour moi, en plus, c'est un changement de vélo qui est prévu par l'équipe, donc ça aurait pu être doublé, parce que pour moi c'était presque prémédité ça à l'avance
au briefing que l'équipe allait faire de cette manière-là. Donc pour moi, c'est presque le minimum syndical. On va dire c'est 20 secondes. Bon, les bonnets d'âne, on va commencer avec la Bora. Ça, c'était prévu avant d'enregistrer la vidéo. Oui, c'est raté aujourd'hui la Bora. Premièrement, Vlasov gagne pas l'étape. C'est un peu comme hier, Vlasov, aujourd'hui on lui donne carte blanche. Bon, j'ai l'impression qu'en plus il n'a pas très bien géré sa montée finale parce qu'il avait l'air d'être fort dans les derniers mètres par rapport à Castrillo, mais qu'il a peut-être réagi un peu tard, Alexandre Vlasov. Deuxièmement, j'ai pas compris pourquoi on a mis autant de temps avant de faire relever Daniel Felipe Martinez. Il fallait le faire avant. Parce qu'il s'est retrouvé à un moment presque seul, Roglic. Et ce qui fait qu'en plus, Daniel Felipe Martinez a consommé un peu d'énergie. À part si on avait dit ce matin, Martinez part en échappée avec Vlasov, il se met au service de Vlasov, qu'on n'avait pas besoin des deux dans l'échappée, pour moi. Et ça a mis quand même un petit peu de temps, avant que les deux avant que Daniel Felipe Martinez saute. Enfin, se relève, presque. Et puis surtout, Roglic. Roglic qui a encore montré une situation de faiblesse aujourd'hui. Alors, sa performance moyenne dans la montée, est-ce que c'est pas un mauvais choix de matériel au final? Parce que c'est vrai que vélo monoplateau, est-ce que c'était un bon choix de matériel sur cette montée finale? Parce que je pense qu'il fait le changement à 22 bornes de l'arrivée, ce qui veut dire qu'il s'est quand même imposé une petite 3-4 km derrière voiture, parce qu'il n'est pas rentré tout de suite. Donc avec un braquet qui était un braquet petit au final, donc c'est-à-dire qu'il a mouliné un petit peu dans le vide, je pense. Dans la montée, au final c'était 7 km compliqué dans la montée. Mais avant, c'était, dur, mais pas non plus, on était sur du 7-8%. Donc c'est-à-dire que, est-ce qu'il avait un braquet qui était pas trop petit dans cette portion-là, ce qui fait qu'il a un peu trop tourné les jambes et qu'au bout d'un moment, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, dans la montée finale, ou dans les passages les plus compliqués de la montée finale, est-ce qu'il n'emmenait pas trop petit? Parce que ça tournait, les jambes, du côté de Roglic. Mais j'ai l'impression que ça moulinait. Un peu à la Christopher Froome, ça moulinait un petit peu dans le vide du côté du coureur de la Bora. Donc je pense que ça a été un petit problème quand même aujourd'hui. Et puis les 20 secondes de pénalité. Il devrait quand même le savoir que l'UCI est devenue assez intransigeante là-dessus, sur les derrière voitures. C'est-à-dire que les commissaires, ça fait depuis un peu plus d'un an quand même, que les pénalités, elles tombent quasiment à chaque fois, voire disqualification, qu'on a vu à plusieurs reprises, notamment cette année à Roubaix, mais je me souviens de Balsamo, avait été disqualifié il y a 1 an et demi à Roubaix chez les filles. C'est quelque chose maintenant où l'UCI est assez intransigeante quand vous faites du derrière voiture, et c'est minimum 20 secondes de pénalité. Encore une fois, pour moi, c'était prémédité ce matin et ça aurait dû valoir plus. Mais si c'était prémédité ce matin, alors c'était une préméditation d'idée à la con du côté de la Bora, parce que c'était vraiment stupide de faire de cette manière. Et puis, j'ai des doutes sur le fait qu'on n'ait pas pris trop petit en termes de braquet, parce que là j'ai vraiment eu cette impression là que ça moulinait dans le vide complet du côté du coureur de la Bora. Bon, ça montre aussi que chez Bora on n'a peut-être pas du matériel en montagne qui est super efficace, parce que c'est les seuls qui ont tenté ce coup là, c'est les seuls qui ont changé de vélo en cours d'étape. Ça veut dire que soit ton vélo de montagne, il est tellement typé montagne que sur le plat ça fonctionne pas, soit ton vélo de plat, il est trop lourd. Ça veut un peu dire ça du côté de la Bora. Et même, est-ce que c'était l'idée du siècle? Par exemple, Landa ne fait pas ça, pourtant Landa est sur un Specialized. Alors oui, c'est pas les mêmes marques de cycle, c'est pas les mêmes marques de roues, je crois, entre les deux équipes, mais Landa, il est sur un Specialized. Il change pas de cadre. Il change pas de vélo, pardon, pendant cette montée.
Moi, je pense que c'était une idée à la con parce que tu avais déjà en plus des pourcentages avant. C'est-à-dire que la côte qu'on a pris à deux reprises, et il y avait déjà des gros pourcentages sur cette montée-là. Donc, je vois pas quel était l'intérêt de changer de vélo et de prendre un monoplateau pour la montée finale, en sachant que ton vélo précédent était donc un petit peu fait quand même également pour les côtes sévères. Je pense qu'ils ont vraiment une idée à la con et qu'ensuite ça a failli se retourner contre eux sévèrement. Et puis surtout, ouais, ça n'a pas fonctionné quoi. Est-ce que ça moulinait dans le vide hein, du côté de Roglic? Malgré tout, est-ce que c'était le matériel ou est-ce que c'est toujours ce problème avec Roglic depuis le début de cette Vuelta? On a l'impression un jour nickel, un jour pas bien. Un jour nickel, un jour pas bien. C'est vraiment en dents de scie, hein, la Vuelta de Roglic. Donc c'est la grosse interrogation. Mais pour moi, je mets Bora en flop. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on voulait prendre le maillot rouge et qu'on prend toujours pas le maillot rouge du côté de la formation allemande. Enfin, allemando-autrichienne, parce que Red Bull, techniquement, c'est autrichien. Enfin, c'est asiatico-autrichien, je sais plus, c'est Thaïlande, je crois. Parce que Dieter Matesic, il était autrichien, Red Bull. Mais je crois que je sais plus si c'est Thaïlande. Parce que je rappelle que Matesic, c'était le financier, et le mec qui a créé la recette était asiatique du Red Bull. C'est une idée à deux. Et Matesic, je sais plus, il était commercial, mais c'est genre directeur international d'un groupe de je sais plus quoi. Et donc il rencontre ce mec-là, il décide d'inventer une boisson énergisante, ce qui à l'époque n'existait pas. Et donc Red Bull, techniquement, c'est autrichien et je sais plus c'est quoi, parce qu'ils étaient à 50-50. Sauf que le mec thaïlandais, il est mort il y a très longtemps. Matesic est mort il y a quelques années, et ce qui fait que pendant très longtemps, comme Matesic était le dernier fondateur, c'était les Autrichiens qui avaient un peu la main sur tout, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, où les Thaïlandais sont très forts. C'est pour ça que notamment, du côté de la Formule 1, un certain Christian Horner, qui est pourtant impliqué dans des affaires pas très nettes, est toujours à la tête de l'équipe de Formule 1. Et même si les résultats ne sont pas bons en ce moment. Mais oui, du côté de Roglic, voilà, c'est un peu... Donc on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Et puis en parlant d'allemando-autrichien, de germano-autrichien plutôt, Félix Gall pour l'Autriche. C'est une année moyennos quand même hein, pour Félix Gall. Alors certes, il a le Tour de France n'est pas catastrophique, loin de là, mais on a le sentiment qu'il était moins fort que l'année dernière. On a eu le sentiment qu'il a eu un poids sur les épaules pendant toute la saison où il devait confirmer. Peut-être qu'il a eu un peu plus de mal aussi Là, il était vraiment leader, ce qui n'était pas le cas auparavant. On sait que c'est un coureur qui avait souffert hein, chez DSM. Donc est-ce que le poids des responsabilités, c'est pas trop sur ses épaules? C'est la question qu'on peut se poser du côté de Félix Gall. Mais c'est vrai que là, sur cette Vuelta, on s'attendait à ce que ça soit plus lui, le leader, presque que Ben O'Connor. Et puis, Ben O'Connor a pris le maillot rouge. Ça a changé les plans. Mais il n'a jamais eu un niveau largement au-dessus de Ben O'Connor en montagne pendant ces 3 semaines de course. Alors que techniquement, c'était ce à quoi on pouvait quand même un petit peu s'attendre. Et puis là, aujourd'hui, ça a été la dégringolade. Il a vraiment explosé sur cette étape. Félix Gall, c'est vraiment le bon Eden du jour parce qu'aujourd'hui, Félix Gall donc, sort du top 20 du général. Et sur l'étape, il finit 129e. Félix Gall. Donc il a vraiment explosé complet. Il n'a été d'aucune aide pour Ben O'Connor, hein, c'est Clément Berthet qui a un peu aidé Ben O'Connor. Et ça, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle. Je regarde un petit peu les résultats cette année de Félix Gall. Donc 14e du Tour de France, oui déjà, hein, le Tour de France n'était pas catastrophique mais pas exceptionnel. 10e du Tour de Suisse, 4e du Tour du Jura, 5e dans la classique Grand Besançon. 9e de Paris-Nice, 4e de la Von Ardèche Classique. C'était pas catastrophique, mais c'était pas au niveau de ce qu'il avait fait l'année dernière, tout simplement. Alors, ça sera même la grande interrogation du côté de Félix Gall. C'est la grande interrogation que je me pose et vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce qu'on peut dire que cette année, il a véritablement confirmé par rapport à l'année dernière?
est-ce qu'il a confirmé Félix Gall par rapport au résultat qu'il a eu l'année dernière? Bien, n'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir votre avis. J'ai avec deux bonnets d'âne aujourd'hui, donc on regarde tout de suite les différents classements. Les différents classements, on commence avec le classement de la victoire de cette étape. Pablo Castrillo, donc vainqueur, 12 secondes d'avance sur Vlasov, Sivakov à 31 secondes. Donc Enric Mas, Primoz Roglic qui a pris 20 secondes de pénalité, Skelmose, Carapaz pour la suite du classement. Deuxième français, c'est David Gaudu pour cette étape, et donc Ben O'Connor finit 11e parmi donc, les Canoë-Teubruk qui avaient abandonné ce matin, n'avait pas pris le départ. Pelayo Sanchez également a abandonné. Et Rémi Rochas, ça va pas beaucoup mieux pour le grimpeur français qui a fini à 5 minutes des délais. Ça fait plusieurs jours qu'il est dans les derniers, Rémi Rochas, juste devant Casper Asgreen qui est également dans les derniers. Du côté du classement général, des changements. Ben O'Connor n'a plus qu'une minute 03 d'avance, mais il a encore une 03 d'avance suite aux 20 secondes de pénalité de Roglic, qui fait qu'il avait 26 secondes récupérées avec les bonifications. Ça a quasiment bouffé toutes les bonifications qu'il avait prises sur cette Vuelta. Donc Enric Mas est à 1,20, une 40 pour Carapaz, une 41 même précisément, et puis Landa qui reste à 2 minutes 02 de Primoz Roglic. On retrouve ensuite Lipovic, Gaudu, Carlos Rodriguez qui a passé une mauvaise journée, Skelmose, Sivakov. Ce qui fait que du côté du maillot blanc, les écarts se sont énormément resserrés. Du côté du maillot vert, Wout van Aert est toujours en tête devant Caden Groves, Stararia. Pablo Castrillo qui rentre à la 4e place devant Pavel Wittner. Le classement de la montagne, eh bien non, c'est toujours Wout van Aert, je vous ai dit une bêtise, qui est en tête. Jevine est deuxième. Au niveau du classement général, je pensais que Van Aert était devant, mais non. Je pensais que Jevine était devant, mais non, c'est Van Aert qui est devant. Mais c'est à égalité, c'est-à-dire que Van Aert, s'il veut aller chercher ce classement-là, il va devoir repartir à l'attaque. Pablo Castrillo 3e devant Marc Solé et Adam Yates. Du côté du classement des meilleurs jeunes, eh bien, tout est relancé entre les trois premiers. Lipovic a 7 secondes d'avance sur Carlos Rodriguez, Skelmose a seulement 18 secondes. Recitolo quasiment à 1 heure, comme Mauri Van Sevenant qui lui est à plus d'1 heure. Donc il va y avoir vraiment un très grand match dans cette 3e semaine entre ces trois concurrents. Et puis du côté du classement par équipe, UAE qui a encore un petit peu augmenté son avance par rapport à la Red Bull Bora, 31 minutes. La D4- G2R qui voit la Visma un petit peu revenir sur elle à 57 minutes. Et puis la Groupama qui gagne 3 places dans ce classement et qui se retrouve 5e désormais. La dernière équipe, c'est toujours l'Alpecin de Koninck à maintenant 5h14. Et la lanterne rouge de cette Vuelta, eh bien, c'est Tim Naberman, toujours, qui a désormais quasiment 16 minutes de retard sur Kamil Gradek dans ce classement. On retrouve ensuite Guernalec, Tom Paco et Maurice Ballersted du côté de la Alpecin de Koninck. Rémi Rochas, malgré ses dernières performances pas exceptionnelles, reste toujours pas si mal que ça au classement général. Je vais regarder ça du côté de la Groupama. Mais il n'est pas encore un classement catastrophique. Non, il est encore 64e alors qu'il a perdu beaucoup de temps ces derniers jours. Rémi Rochas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!